Le plus doux, c'est Gaston. Le plus fou, c'est Gaston. Salut à tous. Aujourd'hui plein feu sur 3 films. Et les nommés sont Grave de Julia Ducournau, La Belle et la Bête de Bill Condon et Ghost in the Shell de Rupert Sanders. Commençons par Grave, qui a été écrit et réalisé par Julia Ducournau. Intéressant. Vraiment intéressant. Et je dirais même que le cinéma d'horreur français revient en force cette année. Et c'est bon, putain. Enfin, ce qui est bon, c'est le film, hein, pas ce qu'il y a au menu. Pour la petite histoire, on suit Justine, une adolescente jouée par Garance Marellier, qui entame sa première année dans une école vétérinaire. Son régime alimentaire est entièrement vegan, puisqu'elle est végétarienne depuis sa tendre enfance. Et ça, c'est très important de le souligner, parce que ce film traite du cannibalisme. Oh yeah! Ce qui est super intéressant avec ce long métrage, c'est que certes, c'est un film qui est classé dans le registre épouvante horreur, il est d'ailleurs sorti avec une interdiction au moins de 16 ans, et pourtant en France on est assez laxiste sur le système des classifications, mais là où je veux en venir, c'est que ce film se rapproche plus d'un long métrage d'auteur que d'un film d'horreur. La façon dont est traité le sujet principal, c'est-à-dire le cannibalisme, est tout bonnement géniale, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas un film où l'on va regarder le personnage principal bouffer de l'humain pendant 1h30, mais plus un film où l'on suit une adolescente qui se découvre une nouvelle nature. Ce film est une découverte de nature humaine, une nature profondément enfouie sous des années de végétarisme. Elle passe donc d'un état de vegan à un état de carnassier, pour finir sur du cannibalisme. Et donc durant toute la durée du film, on suit cette adolescente qui peu à peu se transforme en une cannibale sanguinaire, puisque son désir de manger de la chair humaine est tellement fort qu'elle en devient limite schizophrène. Et je dois dire que Garance Marellier, qui incarne une schizophrène cannibale, eh ben ça le fait grave du coup. Il faut avouer que son jeu en tant qu'actrice est assez impressionnant, surtout pour une comédienne qui débute dans ce métier. Elle passe très rapidement de la jeune pucelle timide à la schizophrène assoiffée de chair humaine. Ce sont deux rôles relativement intéressants à développer, et Garance Marellier les interprète parfaitement. Traitant d'une découverte de nouvelle nature, ce film est donc assez psychologique. Autre point important à citer, la mise en scène et l'esthétique des plans. Beaucoup de lumière ou de néon donnent à l'atmosphère un côté à la fois bancal et sexy, voire même trash ou carrément vulgaire par moments, notamment dû à des chansons parlant de mort, de sexe et de satanisme, et qui je trouve illustrent parfaitement la transformation de Justine. Toute l'ambiance de ce film est donc un peu hardcore sur les bords, parce qu'entre les ados en chaleur, les bizutages, les boîtes de nuit, les dortoirs mixtes, tout est fait pour donner à l'atmosphère un rendu festif et sexuel. Ou le fait aussi d'apprendre que Justine est vierge, ce qui la rend encore plus désirable pour le spectateur, et sa transformation encore plus percutante. Il y a cependant une petite chose qui m'a un peu perturbé dans le film, c'est que certains personnages ne réagissent pas comme ils le devraient. Il y a certaines choses assez graves qui se déroulent, parfois même publiquement, et bizarrement personne n'a l'air de se poser de questions. Et heureusement tout ça est vite rattrapé par la fin du film, qui devient un peu plus réaliste. D'ailleurs je reste littéralement scotché devant la dernière scène que j'ai trouvée légèrement nanardesque, mais qui en même temps est tellement cool, putain. Je trouve qu'on parle assez peu de cannibalisme au cinéma, et c'est un tort, parce que vous voyez que quand le sujet est bien traité, bah au final ça peut donner quelque chose d'assez puissant. Voilà pour Grave, qui est sans nul doute un excellent film d'auteur horrifique francophone, assez stylisé, dans lequel Julia Ducournau a pris son temps pour faire évoluer le personnage. Quasiment tout le film en fait. Et ça c'est bien. On enchaîne tout de suite avec La Belle et la Bête de Bill Condon. Song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Quand on a annoncé qu'Hollywood travaillait sur un remake live de La Belle et la Bête, et étant fan du Disney d'origine, j'étais plutôt content. Jusqu'à ce que je remarque qu'ils ont juste fait un copier-coller de l'œuvre d'origine. Et bizarrement, j'ai bien aimé. J'ai toujours trouvé l'histoire de La Belle et la Bête intéressante, que ce soit au niveau musical ou visuel. Donc en faire une pure comédie musicale n'était pas une si mauvaise idée au final. Je pense que la première chose intéressante quand on réalise l'adaptation live d'un dessin animé est de rendre l'histoire plus réaliste en proposant des idées scénaristiques originales. Les deux exemples les plus parlants pour moi sont Blanche-Neige et le Chasseur et Maléfique, qui sont des longs-métrages s'éloignant beaucoup de l'œuvre d'origine, tout en respectant les codes de base. Ce qui fait que ces deux films en question sont de très bonnes adaptations, parce qu'elles sont originales. Contrairement par exemple au Cendrillon de Kenneth Branagh, qui était une parfaite copie de l'œuvre d'origine, ce qui a rendu le film totalement niais. Et du coup, quand on analyse tout ce que je viens de dire, le fait que j'ai aimé La Belle et la Bête, eh ben c'est totalement subjectif en fait. Si j'ai aimé ce film, c'est clairement parce que c'est un des Disney qui a bercé mon enfance, parce qu'au final ce long métrage ne propose que peu d'originalité. Je suis même enclin à croire que chez Disney ils ont ressorti le script d'origine en disant à Bill Condon, voilà ton scénar, on te laisse une demi-heure d'originalité, parce que plan par plan c'est la même chose. Bon oui, il faut bien l'avouer, foncièrement c'est la même chose, mais vu que ce film dure plus de 2 heures et que le Disney d'origine fait à peine 1h30, il faut bien évidemment combler les vides. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces vides sont principalement axés sur les parents des deux personnages principaux,
ce qui nous permet de savoir pourquoi la mère de Belle n'est pas présente dans l'histoire, mais aussi de comprendre les raisons qui font que le prince est devenu un être aussi irascible et acariâtre. J'ai trouvé ça pas mal du tout, puisque ça permet de développer les personnages un peu plus en profondeur. Au final, ce Beauty and the Beast ne propose rien de bien original, si ce n'est son traitement de personnage un peu plus poussé. On retiendra évidemment les chansons du film, qui rappellent le dessin animé et qui sont toujours très bien chorégraphiées, ainsi que Emma Watson, qui je trouve s'est assez éloignée de son rôle d'Hermione Granger. Un bon point pour elle. Passons maintenant à Ghost in the Shell, réalisé par Rupert Sanders. Je ne connais pas du tout le manga d'origine, ni les animés d'ailleurs, je savais juste que l'action se situait dans un univers SF cyberpunk. J'ai donc été voir ce film sans attente particulière, et plus j'y repense, et plus je me dis que c'est pas terrible en fait. Bon, déjà commençons par les points positifs. Scarlett Johansson. Oui, je suis un pervers. Le point positif le plus important est sans nul doute l'aspect visuel du film qui est juste hallucinant. Certaines séquences, et notamment la scène d'intro, n'arborent absolument aucun défaut. C'est amusant que le CGI soit aussi poussé parce que ça ressemble limite plus à une cinématique de jeu vidéo. Tout le côté science-fiction ultra futuriste, les améliorations physiques, les moyens de communication sensorielle, tout ça est relativement bien géré, et même Scarlett Johansson est assez crédible dans le rôle du Major. Seulement il y a quelques trucs qui font que ce film n'est pas vraiment top au final. Déjà, la première chose qu'on peut reprocher à ce Ghost in the Shell, c'est que le scénario est grave cliché. Dès les 10 premières minutes, on peut déjà se faire une idée de qui sont les gentils et qui sont les méchants. C'est beaucoup trop clair, surtout que le principe même de l'histoire est une enquête. La base d'une enquête, c'est justement d'avoir des rebondissements inattendus, mais là, rien qu'en regardant la bande-annonce, on a déjà tout compris. They did not save your life. They stole it. Même avec ça, on peut surprendre le spectateur, mais le fait est que la mise en scène est tellement mal gérée qu'on peut prédire tous les retournements de situation simplement en visionnant le trailer. C'est un peu dommage dans le fond, parce que l'univers de Ghost in the Shell est plutôt classe, et Rupert Sanders est un bon réalisateur. Je pense notamment à Blanche-Neige et le Chasseur, où il a réussi à mettre en scène une Charlize Theron bien flippante. Et la dernière chose que j'ai reproché au film, c'est que sa durée est bien trop courte. 1h47 pour un blockbuster de genre, c'est vraiment pas énorme. Ce qui fait que je trouve la fin assez bâclée, alors qu'elle aurait mérité d'être beaucoup plus spectaculaire. La fin de Chappie par exemple est plus impressionnante. Clairement. Un Hugh Jackman détestable, du Hans Zimmer en fond sonore. Dans Ghost in the Shell, il n'y a ni personnage antipathique, ni orchestre grandiose. Et bien sûr, je n'ai limite pas besoin d'en parler, mais les personnages ne sont vraiment pas attachants. Même la relation qu'entretient le Major avec le personnage joué par Juliette Binoche n'est malheureusement pas très émotionnelle, alors que c'est justement la relation qui est censée être la plus empathique. C'est une relation totalement cliché, qui mène à des scènes totalement clichés. Un aspect purement hollywoodien, sans goût ni saveur. Voilà pour ce Ghost in the Shell qui est à mon goût trop court, trop prévisible et pas assez spectaculaire, même si visuellement ça envoie du bois. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao. Et que la fureur guide nos pas.